Bonsoir, bonjour, mesdames, messieurs, chers Camerounais, chers Africains, chers citoyens du monde. Bienvenue une fois de plus dans cette émission finalement régulière, hebdomadaire, le débat avec des invités qui vont nous parler d'un sujet épineux, un sujet important qui concerne l'élection présidentielle au Cameroun et donc l'avenir du Cameroun, la Troisième République. Irons-nous vers la Troisième République en tant que changement du chef de l'État, changement de la première personne, première personnalité du Cameroun. Nous savons que le Cameroun a connu jusque-là que deux présidents. Deux présidents en 65 années d'indépendance à peu près. Deux présidents, c'est très peu. C'est rédhibitoire. C'est même honteux, j'ai envie de dire. Car, quels que soient les pays au monde, en 60, 65 ans, on a eu une alternance politique. Une alternance politique qui traduit en fait la vivacité de la démocratie. Une démocratie dynamique ne peut se permettre de garder un chef d'État pendant 20 ans, pendant 25 ans, pour le premier, qui a duré quand même 22 ans à peu près, et qui simplement a démissionné. Si le président Ido n'avait pas démissionné, il serait peut-être président jusqu'à sa mort. Et nous avons donc son successeur qui a largement battu son record, car il a doublé la longévité abyssale de Amadou Ahidjo. 43 ans au pouvoir. Donc, au total, plus d'une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années dans les affaires, Paul Biya. Aujourd'hui, à 93 ans, M. Paul Biya dit qu'il peut encore, il peut diriger un pays de 30 millions d'habitants au moins, un pays qui jadis fut la locomotive de l'Afrique, la locomotive de la sous-région, mais aujourd'hui, c'est la dernière nation de la sous-région la plus pauvre du continent le plus pauvre. Mais Paul Biya dit qu'il peut encore. Et ses partisans disent qu'il peut à 93 ans. Un homme qu'on ne voit plus. Un homme qui est aux abonnés absents. Celui que les médias français avaient surnommé ou surnomment le roi feignant. Le roi feignant dit qu'il veut remplir, qu'il va remplir et qu'il peut remplir. Et il fait le ménage autour de lui. Nous allons donc questionner aujourd'hui cette longévité abyssale, cette omniprésence, tout en étant absent, cette confiscation de la souveraineté d'un peuple aux mains d'une oligarchie qui n'a pas envie de lâcher le lest. Que peut le peuple camerounais? Que peut le peuple camerounais dans cette condition? C'est la question qui est à l'ordre du jour dans ce débat, qui va voir deux personnalités, deux esprits libres, deux esprits intelligents qui vont s'affronter, qui vont nous distiller la connaissance, qui vont nous donner leur point de vue sur ce que le peuple camerounais doit faire pour soit continuer avec l'ordre dominant ou alors changer de braquet et passer à autre chose. Bienvenue sur ce plateau à nos deux invités que je vous présente. Il y a M. Marcel Ebene, analyste politique, qui va effectivement nous dire ce qu'il pense de cette problématique. Et nous avons également Henri Fotso, un expert en la matière, chef d'entreprise, qui lui aussi va se présenter, va nous dire qui il est et ce qu'il pense de l'élection présidentielle au Cameroun du 12 octobre 2025. Je passe donc la parole à M. Henri Fotso, qui va se présenter, et ensuite Marcel Ebene fera pareil. Henri. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à ces panélistes. Je suis Henri Fotso, je suis à Rouen, je suis chef d'entreprise, je suis militant MRC, mais je me présente ici à mon nom personnel, je ne parle pas au nom du MRC ici. Et donc là, je suis ici pour donner mon opinion et mes avis sur la mascarade électorale qui est en train de se dérouler au Cameroun. Voilà. À très bientôt à tous. Très bien. Alors Marcel, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, bonsoir à tous. Marcel Ebeneux, amoureux du Cameroun, d'abord. J'interviens ici en tant qu'observateur, analyste de la scène politique. Je ne parle pas au nom d'un camp ou d'un parti, pour donner mon opinion sur ce qui se passe depuis, on va dire, toute l'année 2025. Hein, et puis ça s'est accéléré aux alentours du 26 juillet avec la décision de l'ECAM et ensuite le 5 août. Donc voilà, on aura l'occasion d'échanger avec Henri, que je connais bien. Alors, et je suis d'ailleurs heureux de savoir que nos deux experts, nos deux intervenants, deux panélistes précisent qu'ils parlent en leur nom propre et non au nom de leur parti, parce que le débat doit être vraiment transpartisan. Nous devons avoir un débat qui ne tient pas compte de nos aspirations personnelles, de nos sentiments personnels, mais qui parle du peuple. Car aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du peuple. C'est quoi le peuple?
qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une nation? Que veut une association de 30 millions d'individus? Cette association veut-elle aller vers le progrès, stagner, regresser? C'est ça que nous devons questionner aujourd'hui, les voies et moyens que nous devons mettre en place pour que, effectivement, le Cameroun de demain ne soit pas le Cameroun d'aujourd'hui, mais un Cameroun dynamique, un Cameroun où les gens sont fiers de se sentir camerounais. Car vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de dire qu'on est camerounais. Donc, je poserai la question déjà, en fait, à Marcel. Marcel, dis-nous, pour toi, le Cameroun est-il une démocratie? Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique, d'après toi? Alors, on a souvent tendance, quand on parle de démocratie, à ne penser qu'aux élections. Pourtant, la définition de la démocratie, ce n'est pas que les élections. Si on ne prend que le simple point des élections au Cameroun, on peut voir, et c'est depuis 92, depuis les premières élections multi-partis, où on a eu des problèmes. On a eu des problèmes à reconnaître, à ne pas frauder pendant les élections en elles-mêmes. On a eu des problèmes à proclamer les résultats qui s'étaient exprimés dans les urnes. On a eu des problèmes où les instances qui décident ne disent pas toujours le droit. On l'a vu déjà depuis 1992, on l'a revu en 2018 et on vient de le voir là dans l'année 2025. Mais comme je disais, ce n'est pas que les élections. Pour que quelqu'un puisse aspirer à gagner des élections, il faut que, quand il est dans l'opposition, il ait l'occasion de s'exprimer. Et donc là, on va parler, il va s'exprimer dans les médias. Donc il faut qu'on parle de liberté de la presse qui va donner la parole aux opposants, la liberté de la presse qui va permettre de critiquer les dérives d'un régime. Je rappelle qu'au Cameroun, on a un journaliste qui a été assassiné il y a 2 ans. Il n'est toujours pas enterré. Voilà, donc il y a la liberté de la presse, il y a les droits civiques. Il faut que les gens aient la liberté de s'associer, la liberté de manifester, la liberté d'exprimer des opinions pour convaincre les autres. Et sur ces points de vue, le Cameroun est très loin d'être une démocratie. Et non seulement il est loin d'être une démocratie, mais en plus, il regresse. Il y a un institut qui s'appelle Economist Intelligence Unit qui publie un indice de démocratie basé sur les critères dont j'ai parlé là depuis 2006 et qui dit qu'un pays qui met des niveaux de démocratie, typiquement, vous allez dire une démocratie complète, c'est entre 8 et 10, 10 sur 10. Ça va être les pays d'Europe du Nord. On va dire que les démocraties défaillantes, c'est entre 6 et 8. Et là, par exemple, on va retrouver la France. On va parler des régimes hybrides entre 4 et 6. Et puis, on va parler des régimes autoritaires de 0 à 4. Le Cameroun, en 2018, avait une note de 3,28. Donc, on était déjà en régime autoritaire. Et aujourd'hui, en 2023, on avait une note de 2,56. Je pense que quand le classement de 2024 va sortir, la note va se dégrader, celle de 2025 encore plus. Rappelons que pour avoir assisté librement à une cérémonie publique au Conseil constitutionnel, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui sont en prison jusqu'à présent. Donc ça, c'est les preuves tangibles que le Cameroun n'est pas une démocratie. Et qui dit absence de démocratie dit que, et je vous ai dit, on dit régime autoritaire. Donc ce régime autoritaire, il agit avec la force et donc contraint les citoyens. Et je pense que ça fait le lien avec la suite de nos échanges. Mais Marcel, tu as parlé de la liberté d'expression parmi ces critères donc, qui définissent un pays démocratique ou un pays autoritaire. Mais on va te dire, les gens vont te dire, et surtout les soutiens du régime vont te dire que on est dans un pays où aujourd'hui, il y a, je ne sais plus trop combien de partis, voilà, combien de médias, beaucoup, et que on n'a qu'à voir le ton des panélistes sur les médias camerounais, la liberté d'expression, ce qu'on peut dire, d'ailleurs, on peut aller jusqu'à manquer de respect, pour ne pas dire outrage à chef d'État sur les plateaux, et que tout ça là, c'est toléré. Et donc, les gens vont te dire qu'on est dans un pays libre de liberté d'expression, donc démocratique. Qu'est-ce que tu en dis? Prof, est-ce que ce n'est pas ma liberté de prendre un selfie? Je pense que si, c'est ma liberté. Est-ce que si je vais assister, par exemple, au défilé du 20 mai dans mon pays, je n'ai pas la liberté de prendre un selfie? Comment ça se fait que ceux qui ont assisté au défilé du 20 mai à Yaoundé n'avaient pas le droit de prendre leur téléphone et de filmer ce qu'ils voyaient? Comment ça se fait? Vous dites qu'il y a des médias, enfin, je rappelle quand même qu'Equinox est régulièrement tensé. Je rappelle qu'il y a des gens qui, au sortir de chaîne, il y a une émission qui a été récemment interrompue, je crois que c'était avec Dieudonné Yebga. Il y a des gens qui sont interpellés au sortir des émissions. Donc, jusqu'à cette année, on pouvait dire que le régime
joue et fait semblant, c'est-à-dire que oui, on vous donne un peu d'apparence de liberté, vous pouvez parler, mais c'est juste parler, il n'y a pas d'action. Quand vous voulez vous exprimer, par exemple, concrètement, ben là, on voit typiquement, allez un peu dans certaines régions et dites que vous voulez réunir des gens et que vous êtes du MRC. Vous allez voir tout ce qui va vous tomber dessus. Moi, ça m'est arrivé à Djoum, dans le sud du Cameroun. Dans mon propre village, la gendarmerie est arrivée. Juste parce que dans mon village, je discutais avec mes frères, on dit, lui, il est du MRC, on envoie la gendarmerie. On discutait. Il y avait personne qui avait une casquette, un truc d'un parti politique. C'était juste là. Mais la gendarmerie est arrivée. Donc, quand c'est juste parler dans les médias sans action, il n'y a pas de problème. Mais quand ils pensent qu'il va y avoir une action qui peut mettre en danger leur régime, ben là, ils réagissent. Et c'est ce qu'on voit. Donc, c'est dans les deux sens. Ceux qui parlent pour le régime, ceux qui parlent contre le régime, tant que ce n'est que parler, ce n'est que parler. Mais quand on veut passer à l'étape d'après, c'est là qu'on voit les problèmes qui arrivent. Mais Henri, comment est-ce que tu expliquerais ce phénomène si on est quand même dans un pays où, déjà, à la dernière élection, le président aurait été élu à 71-72%. Donc, c'est-à-dire que c'est quasiment l'unanimité. Un président qui est régulièrement réélu, ça fait quand même 7 mandats. Donc, il devrait faire l'unanimité. Un président qui, quand il arrive au pouvoir en 82, le peuple est quand même un peu fatigué de l'ancien président qui avait quand même une certaine rigueur, on peut même dire une certaine dictature. Et il a dit rigueur et moralisation, il a dit que je vous apporte la liberté. Bon, alors, cette liberté, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait basculé autant d'un régime qui semblait susciter beaucoup d'espoir à un régime qui fait peur, qui fait vraiment peur. Pourtant, il est aimé, il est populaire, il est le mendiant de la paix. Le mendiant de la paix, c'est quand même une expression fréquemment utilisée par ses partisans. Comment un mendiant de la paix peut en même temps faire aussi peur et avoir un classement aussi désastreux, honteux, comme celui que Marcel venait de nous évoquer là? Comment tu vois ce phénomène-là, cette dynamique-là, cette dynamique négative? Comment on explique ça? Ben, l'explication, elle est toute simple. C'est qu'en réalité, dans un État démocratique, on a les 3 pouvoirs qui sont effectifs. Mais dans le cas du Cameroun, sur les 3 pouvoirs, en réalité, il n'y a que le pouvoir exécutif qui écrase tous les autres. Et donc, normalement, les 3 pouvoirs dans un État démocratique, on a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais il se trouve qu'au Cameroun, alors moi, je vais les illustrer peut-être par des exemples pour qu'on comprenne très bien. Si je prends le cas du pouvoir législatif, alors, c'est quoi le pouvoir législatif? Quand on regarde, par exemple, on a vu une émission où l'honorable Kabalibi, il s'était plaint parce qu'on leur avait donné un document de près de 400 pages. À la veille, n'est-ce pas, d'une session, il devait lire et aller le lendemain à la session pour voter les lois. Et donc, il a bloqué une séance de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas d'accord avec cette façon de procéder. C'est-à-dire que, et il arrive même souvent que 2 heures avant les séances, qu'on vous donne des documents. Alors, c'est-à-dire qu'on sait bien que vous ne pouvez pas lire un document de 400 pages en 2 heures. Donc, résultat des cours, c'est que les mecs, quand ils rentrent dans l'hémicycle, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on lit les textes, on applaudit et on passe. Ça veut dire qu'en fait, l'hémicycle, c'est plutôt un applaudimètre. Non, le législatif ne sert plus du tout à rien. Parce que l'exécutif n'est pas fait passer ses lois par des méthodes un peu de barbouze. On vous surprend comme ça, la veille, on donne le document et l'année, vous êtes obligé d'applaudir pour que ça passe. Et donc là, le pouvoir législatif n'a de législatif que de non. Alors, si je regarde par exemple dans le cas du pouvoir judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites l'exemple, enfin par exemple, on est déjà tous rentrés dans un palais de justice au Cameroun. Quand vous rentrez dans un palais de justice, ce qui vous frappe en premier, c'est que vous voyez la photo de Paul Biya qui est accrochée au mur. Et c'est pas n'importe quel endroit du mur, c'est vraiment sur la tête du magistrat, celui qui lit le droit. C'est sur sa tête, c'est accroché dessus. Donc vous entrez, vous êtes en face d'un espace de prétoire, et au-dessus en face du magistrat, il y a la photo de Paul Biya sur sa tête. Qu'est-ce que la photo de Paul Biya fait dans une salle de tribunal? Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que le magistrat, au moment où il rend son jugement, il y a cette photo qui est comme une épée de Damoclès sur sa tête. C'est-à-dire que, on a vu dernièrement cette expression non mais qu'erreur. C'est-à-dire que là, tu dois lire le droit en fonction du bon vouloir du prince. Donc, fais attention, je te regarde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les magistrats, ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune liberté de jugement dans les tribunaux. Et donc, le magistrat, donc, se trouve donc, n'est-ce pas, soumis au bon vouloir de l'exécutif. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il vient de dire, c'est que Mascarade, il dit, il peut pas faire autrement parce que s'il ne dit pas le droit au bon vouloir du prince, on peut briser sa carrière. C'est-à-dire qu'il n'aura plus de progression, il n'aura plus rien du tout. On va l'envoyer peut-être dans un bled paumé où il ne peut même pas mettre ses enfants dans une école pour les scolariser. Et c'est comme ça qu'on casse ta carrière. Et donc, du coup, quand on est dans une audience, salle d'audience au Cameroun, il y a cette photo de c'est vraiment, c'est intimidant.
Nous, on vit ici en France. Quand vous allez dans une salle d'audience ici en France, vous ne voyez la photo d'Emmanuel Macron nulle part, ni d'aucun président de la France. Tout au plus, ce que vous voyez, peut-être, c'est une balance. La balance, c'est quoi? La balance, c'est l'égalité, c'est l'équité, c'est l'égalité de tous devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, c'est comme on dit le droit. On n'a pas besoin de faire de prince pour dire le droit. Et donc, dans cet état, tel que je viens de le décrire, on ne peut pas parler de démocratie. Parce qu'il y a un pouvoir exécutif qui écrase tout le reste et tout le monde est soumis à son bon vouloir. Et donc là, c'est une dictature pure et dure. Et d'ailleurs, le Cameroun est parmi l'une des dictatures les plus farouches et du monde actuel, hein, parce que quand vous parcourez, n'est-ce pas, vous lisez, vous informez, vous voyez ce qui se passe au Cameroun, on ne rencontre ça nulle part ailleurs. Et donc, moi, je pense que ce pays, la démocratie a complètement foutu le camp. On ne peut pas parler de démocratie, c'est tout au plus une dictature qui ne dit pas son nom. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ce pays. Alors, donc, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que l'explication que tu viens de donner justifie la posture du Conseil constitutionnel, qui n'est pas un organe finalement indépendant, qui est complètement soumis au diktat de cette toute-puissance qu'est donc l'exécutif, comme tu l'as dit, dans les tribunaux, si on part sur le principe que les magistrats du Conseil constitutionnel eux-mêmes ont fait leur classe dans les tribunaux et ont déjà été moulés à cette influence de l'exécutif. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre les décisions du Conseil constitutionnel qui sont toujours en faveur de l'exécutif? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel, en fait, c'est le président Biya qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. On aurait eu peut-être la nomination, ce serait autrement, qu'on pourrait se dire peut-être qu'il y a un lieu d'espoir, mais tel n'est pas le cas. Donc, tous les membres du Conseil constitutionnel sont, on se souvient quand Clément Tangana a été nommé, il avait pris sa retraite, il était dans le jeudi. On l'a nommé, mais c'était la fête. Parce que le mec, il revenait. Et donc, quand on te nomme comme ça, tu fais allégeance au prince. Et tu ne peux pas faire autrement. Et donc, on a même vu déjà dans une émission où, comment il s'appelle, Jacques Ndongo, qui disait, ah oui, mais il faut bien lui faire comprendre que c'est le chef d'État qui l'a nommé et donc qu'il doit beaucoup au chef de l'État. Sans le chef de l'État, il ne serait rien du tout. Et donc, vous êtes assujetti à servir le prince, comme je le disais tantôt. Donc, tous les membres du Conseil constitutionnel, ils sont là pour travailler, donc pour un but bien précis, tout faire pour maintenir le régime en place, parce qu'ils sont choisis pour cela. Alors, il aurait fallu, n'est-ce pas, dans ce Conseil constitutionnel, peut-être des membres de la société civile, n'est-ce pas, peut-être des religieux, des éléments de l'opposition pour que ça soit mixte, pour établir une sorte d'équité, n'est-ce pas, parmi dans ce Conseil. Mais tel n'est pas le cas. Ils sont tous des membres du RDPC. Et d'ailleurs, on a vu Clément Tangana assister à une réunion qui, n'est-ce pas, avait à la fin signé une motion de soutien pour le président Biya. Le président Kamto l'a attaqué en justice, mais comme les procédures qu'on engage n'aboutissent jamais, la procédure n'a jamais abouti. Et donc, Clément Tangana, on peut pas se leurrer dessus. Et d'ailleurs, en 2018, quand les élections, après les élections 2018, le président Kamto avait gagné les élections. Mais sauf que Clément Tangana, au Conseil constitutionnel, bien que les 34 PV furent absents, il a quand même prononcé le nom de Paul Biya comme vainqueur. Donc, il y a aucun doute là-dessus. C'est des gens qui sont là, c'est des chargés de mission, ils savent ce qu'ils ont à faire. Quoi qu'on fasse, le Conseil constitutionnel, il ne sortait de sa bouche le nom de Clément Tangana, le nom de Paul Biya. Et donc, c'est une espèce de mascarade qui ne dit pas son nom. Ça ne sert donc à rien. À mon avis, ce Conseil constitutionnel, c'est la poudre de perlimpinpin qui ne sert à rien. C'est des gros noms ronflants. Et voilà. Pour moi, le fait même qu'on ne soit pas dans une démocratie, ça justifie tout. Mais Marcel, dis-nous un peu. Je veux bien comprendre qu'on a eu, on a affaire à une certaine dépendance morale, même finalement digestive, à celui qui vous nomme et qui fait de vous un homme important. Parce que vous ne l'étiez pas. Oui, on a vu tous l'image de Clément Tangana, déjà dans sa maison, quand on regarde déjà l'environnement où il était, on sent que bon, c'était pas le quartier le plus huppé de la ville de Yaoundé, c'était déjà un magistrat retraité, et donc on l'aurait sorti de la misère. OK. Et est-ce que ça justifie le fait qu'un magistrat à qui reçoit la toute-puissance, parce que ce que les gens ne comprennent pas, Clément Tangana est le plus puissant du Cameroun, il peut faire de vous président de la République. Il peut décider comme ça, là, que parmi tous les 12 ou 11 opposants, là, il décide que, bon, l'un d'eux, il va prononcer son nom. S'il prononce son nom, c'est sans recours, on le sait très bien. Donc, c'est quelqu'un de très puissant. Et quand vous avez cette puissance-là, est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos pulsions du Bantou, qui doit tout à son bienfaiteur? Et je vais prendre pour exemple, et je te laisse un peu m'expliquer ça, la différence entre les deux. Nous savons qu'en France, le président du Conseil constitutionnel est aussi nommé par le président de la République. À son temps, François Mitterrand avait nommé Badinter,
donc par qui est venue l'abolition de la peine de mort, on le sait. L'un nommé Bandeter, qui était quand même un ami, un proche à François Mitterrand, a été nommé président du Conseil constitutionnel. Et à son discours d'investiture ou d'installation, il a dit, je paraphrase simplement, hein, il a dit à Mitterrand que malheureusement, il sera obligé d'être ingrat vis-à-vis de lui. Parce que là, maintenant, il sert la nation, mais il ne sert pas une cause, il ne sert pas un parti. Pourquoi les Africains en général, le Camerounais en particulier, ne peut pas avoir ce genre de comportement citoyen vertueux? Est-ce que tu as une réponse à ça, Marcel? Oui, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est possible de l'avoir. Je prends par exemple le cas du professeur Kamto qui a été ministre, mais je pense pas qu'il soit dans le cas de figure des autres créatures, comme Jacques Famin-Ndongo dit, des autres créatures de Paul Biya. Henri a parlé vous deux, vous avez parlé tout à l'heure de la vidéo de sa nomination. À l'époque, j'avais écrit un article qui s'appelait « Sont-ils seulement Camerounais ?» Parce qu'à l'époque, c'était après les élections de 2018. Marcel, oui. Non, permets-moi juste une remarque. Il y a un de nos followers là, Douala Ngando, qui est un de mes fidèles, qui dit bonsoir, Dr Boni. Je comprends que c'est une interview, mais j'ai des questions à poser avec des commentaires. S'il vous plaît, peut-on avoir le lien pour rejoindre le live? Alors, je vais expliquer aux autres, parce que c'est quand même une émission un peu particulière, mais on va pouvoir, en fin d'émission, faire monter ceux qui veulent poser des questions en direct, vous faites des commentaires, mais des commentaires très brefs qui vont animer le débat. Donc, gardez votre intervention pour plus tard. On ne peut pas faire monter les gens maintenant parce que l'émission est assez structurée. On va progresser, mais vous aussi, ça vous permet d'avoir des remarques, des commentaires à faire et vous ferez, après, on pourra faire monter quelques personnes. Vas-y, Marcel. Oui, donc je disais, l'article, c'était « Sont-ils seulement Camerounais ?» Parce qu'à l'époque, on disait beaucoup, les gens, puisque la résistance était très active dans la diaspora, en disant « Ouais, ils sont même plus Camerounais et tout. » Et donc, la réflexion, c'était « Est-ce que ceux-là qui disent ça, est-ce qu'ils sont même Camerounais ?» Et donc, j'avais pris le prisme de l'hymne national en disant « C'est un des emblèmes de la nation. Regardons un peu les paroles et regardons s'ils les respectent. » Et la vidéo de Clément Atangana, où il dansait quand on le nommait, avec la phrase « Te servir, que ce soit leur seul but » dans l'hymne national. On pouvait se demander, est-ce qu'ils dansent comme ça parce que la justice va enfin être bien rendue au Cameroun? Est-ce que c'est ce qu'ils pensent ou ils dansent pour autre chose? Donc, au-delà même de dire que... Enfin, à la différence de Badinter, je pense qu'il avait déjà été ministre avant, je pense qu'il avait déjà un parcours dans l'administration et c'est l'équivalent de ceux qui lui ont succédé, les anciens présidents de la République en France, ou même quand on prend les États-Unis, les gens qu'on nomme à la Cour suprême, c'est des juges qui ont fait carrière et le niveau de vie d'un juge qu'on peut nommer à la Cour suprême, ce n'est pas par rapport, par exemple, à un chef d'entreprise ou par rapport à un chirurgien, enfin voilà, c'est la même chose. Alors qu'au Cameroun, quand on est dans l'administration, ce n'est pas la même chose. Donc, le traitement normal, et ça fait partie de changements politiques qu'on souhaite. Le traitement normal d'un fonctionnaire au Cameroun est tellement décalé ou en décalage par rapport à ce qu'il voit d'autres gens faire peut-être dans le privé ou ceux qui ont accès à la mangeoire, comme on dit. Donc, il est tellement décalé que quand ça tombe sur lui, il perd la tête. On a vu Jacques Famin-Ndongo dit, nous sommes des créatures, tous ces gens, les ministres. On a vu des gens nommés ministres, qu'on a enlevé ministres et qui vont rester au quartier en priant pour qu'on les renomme. C'est-à-dire, ils n'essayent même pas de faire autre chose. Ils n'essayent même pas pendant qu'ils sont ministres, de préparer l'après-ministre. Parce que quand on vous nomme, on peut aussi vous dénommer. Ils ne préparent rien du tout et ils ne vivent que de ça. Donc, ça, c'est un premier point. Et ça part aussi de la paupérisation globale de l'administration camerounaise. La deuxième chose, c'est que dans les règles de nomination, que ce soit en France, aux États-Unis et tout, quand le président nomme, parce que souvent c'est le président ou alors c'est le Parlement, mais au Cameroun c'est la même chose puisque on disait tout à l'heure, on a un Parlement qui valide juste tout ce qu'on fait. Donc même si on disait c'est le Parlement avec la majorité pléthorique dont le RDPC dispose avec le jeu électoral actuel, ça ne changera rien. Par contre, on peut mettre des garde-fous. Et on revient à la première question sur la démocratie. On dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous pour éviter de tomber dans les dérives. On peut par exemple dire, quand on vous nomme, votre mandat va durer plus longtemps que le mandat de celui qui vous a nommé. Et vous ne pouvez pas revenir. C'est un seul mandat, par exemple, de 9 ans, où vous mourrez, ou c'est 9 ans, et vous ne pouvez pas revenir. Donc, vous n'avez aucun intérêt à dire, je fais ça pour garder un poste ou je fais ça pour ceci. Ça, c'est des règles de base qui n'existent pas au Cameroun. Je rappelle qu'au Cameroun, on a des directeurs d'entreprise qui sont là depuis plus de 34 ans, je crois, le cinéma. On ne sait pas à quoi ils servent. Je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes, ils savent à quoi ils servent, alors que la loi, et on revient encore à la définition de démocratie, est-ce qu'on respecte ou pas la loi? La loi dit qu'un directeur d'entreprise, un PDG, c'est 9 ans. Mais il y a des gens qui sont là depuis plus de 30 ans. Et ils sont toujours là, rien ne se passe. Voilà. Donc, la France et les États-Unis, pour récapituler, par rapport au Conseil constitutionnel, pourquoi on peut avoir de l'indépendance? C'est parce qu'au départ, les gens, même s'ils sont d'un camp politique,
ils ont déjà un certain niveau, ils ont déjà un certain, qui fait qu'ils sont au-dessus de trucs bassement matériels. C'est la première chose. Et peut-être qu'ils ont une idée de leur pays, mais ça, on peut trouver des gens au Cameroun qui ont ça. La deuxième chose, c'est qu'ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir des pressions autres. Je pense que dans un pays comme le Cameroun, même si certains du Conseil constitutionnel, je rappelle que pour la décision du 5 août, quand il a lu le verdict, il a bien précisé que c'était à l'unanimité. Donc, il ne s'agit pas que de Clément Atangana, il s'agit de tous les membres du Conseil constitutionnel. C'est tous qui ont fait ça. Or, dans un pays comme le Cameroun, on peut vous envoyer quelqu'un en disant, bon, si tu ne fais pas comme on dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc ça, c'est un problème. On revient encore au régime autocratique. Est-ce que les gens sont libres de faire ce qu'ils pensent qu'il faut faire? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est si on voulait qu'ils soient libres, donc par exemple, demain, s'il y a un nouveau régime, s'il veut que les gens du Conseil constitutionnel soient libres, il faut que les règles de nomination et de départ les rendent indépendants factuellement, donc par leur traitement, par la durée de mandat, les rendre indépendants de l'exécutif. C'est toutes des choses, autant de choses qu'on n'a pas au Cameroun, et c'est pour ça qu'on voit une décision comme ça, cousue de fil blanc. Depuis au moins 2 ans, le MINAT annonce que Kamto ne sera pas candidat. Le jeudi 24 juillet, Bruno Bidjang a publié la liste des 12 membres, des 13 retenus pour l'élection présidentielle, la liste qui est sortie le samedi. Ça veut dire que Elekam a donné sa liste au régime, et c'est la même liste qui a été, à une exception près, qui montre encore l'aberration du Conseil constitutionnel, qui a été publiée, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel peut invalider la candidature de Maurice Kamto, peut invalider les candidatures de l'UPC, donc par exemple du professeur Baïbek, a dit que nous, on ne regarde pas ce qui se passe dans les partis. Nous, on voit pluralité d'investiture, on annule tout. Mais par contre, pour un parti, ils ont invalidé Elekam en dégommant celui qui avait été retenu, je crois, c'est Hilaire Zipan. Donc, voilà les aberrations, mais qui sont logiques ou qui sont explicables dans le système que l'on a. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change tout ça. Ton micro. Ton micro. Micro. Ton micro est coupé. Micro. Là, c'est bon. OK. Allez. OK. On se poserait donc la question, comment est-ce qu'on en arrive à ça? Comment le peuple camerounais a-t-il pu laisser un seul homme avoir autant de puissance, avoir autant les règles du jeu? Nous nous souvenons que M. Paul Biya avait déclaré, répondu à la question de Christophe Boisbouvier, je sais pas si c'était peut-être Christophe Boisbouvier. Pardon? Yves Morosi? Non, pas Yves Morosi. Non, c'était lors de l'arrivée de François Hollande au Cameroun, lors de la conférence de presse, répondant à la question d'un journaliste de RFI, de Monsieur le Président, vous êtes là depuis un certain temps, vous ne dites pas au pouvoir qui veut, mais vous allez briguer un autre mandat, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit que ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et aujourd'hui, à la faveur justement du dynamisme du MRC, de M. Maurice Kamto, qui a mis sur la place publique la question du mandat impératif, les Camerounais ont pu découvrir, pour ceux qui ont la curiosité, découvrir ce que c'est que la constitution camerounaise, c'est-à-dire la loi fondamentale. Et on sait qu'elle est taillée à la mesure du roi feignant. Elle est faite, cette constitution, pour que le roi dure éternellement. C'est lui qui nomme le Conseil constitutionnel, c'est lui qui nomme tous les membres du Conseil constitutionnel, et il nomme qui il veut, et il n'a nommé que ses frères du village, j'entends les frères du village de RDPC, et il a nommé des gens, effectivement, qui sortent de la précarité pour une certaine opulence, et il sait que ils peuvent à tout moment, par des mécanismes savants, justement perdre ces privilèges-là. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que M. Clément Atangana, un gros malade qui est sous dialyse, un gros malade qui a fini quand même partie du budget camerounais à se faire soigner à l'hôpital américain. À l'hôpital américain ne se soigne pas qui veut, je peux vous assurer. Et ce magistrat à la retraite n'aurait jamais, même dans les rêves, bénéficié d'une prise en charge en évacuation sanitaire à l'hôpital américain. Aujourd'hui, il a ses privilèges. Aujourd'hui, il se fait dialyser par l'hôpital. Il a tout un kit privé à son service. Tout ça là, c'est ces mécanismes que Marcel essayait de décrire, où on appauvrit un peu, on le rend dépendant et on distille à qui est docile une certaine magnanimité. Alors, Henri, est-ce que tu penses que ça fait justement partie des mécanismes de confiscation, du pouvoir et d'aliénation d'un peuple qui quand même a une responsabilité, une grosse responsabilité? Nous allons la questionner aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois cette situation? Alors, la situation est vraiment tragique
parce que le mécanisme de confiscation du pouvoir, alors, il faut peut-être faire revenir peut-être à la genèse de cette histoire. Le cheminement est assez long. Il faut savoir que lorsque Biya prend le pouvoir en 82, il fait pratiquement l'unanimité. C'est-à-dire qu'on voit en lui le sauveur parce qu'on sort d'une dictature féroce, soit Ahmadou Ahidjo. On voit en lui l'homme avenant, le beau garçon, le mec souriant, sympathisant, qui aime son peuple, qui va vers le peuple et tout. Et donc, du coup, il a des faveurs de tout le peuple camerounais. Et d'ailleurs, il nous a pas échappé que quand il a pris le pouvoir, tous les chefs traditionnels, il a fait la tournée du Cameroun, hein, tous les chefs traditionnels l'ont reçu. Et chacun des chefs lui a donné son gris-gris. On l'a bien vu comment partout il passait, il était bien traité, il était béni, il a reçu la bénédiction. Donc, on lui a donné tous les pleins pouvoirs de nos traditions. Et donc, quand il est donc, après cette tournée, il s'est donc passé un phénomène qui, à mon avis, était le point de bascule. C'est-à-dire que le push du 6 avril. C'est-à-dire que quand il y a eu ce push du 6 avril, les choses ont complètement basculé. Et Biya a fait un virement de pratiquement 180 degrés. C'est-à-dire que l'homme qui était avenant, qui allait vers le peuple, qui parlait de libéralisme, et tout le monde lui donnait un blanc-seing, Paul Biya s'est donc retourné. Et comment il s'est retourné? Il s'est retourné justement parce que vous avez un groupuscule de dignitaires du Sud et du Centre qui sont réunis et qui lui ont dit, mais mon gars, fais attention, sans nous, tu serais mort. Parce qu'il faut dire que ce 6 avril, Paul Biya a eu très peur. Et donc, on lui a dit, sans nous, tu ne serais plus de ce monde, hein, donc tu fais attention. Et donc, ce premier siècle, donc Paul Biya a créé donc ce premier siècle autour de lui, puis un deuxième, un second siècle, etc. Et donc, c'est de là que tout bascule. Parce que ce premier siècle autour de lui était dans une impunité pratiquement totale et faisait pratiquement du chantage à Paul Biya. Écoute, tu peux pas nous faire ça parce que sans nous, tu ne serais pas là. Et c'est comme ça qu'on est passé, n'est-ce pas, d'un Paul Biya qui venait vraiment pour, enfin, de l'apparence qu'il donnait, il venait pour faire le job. On a trouvé qu'un monsieur qui s'est refermé sur lui, qui s'est entouré de gens le plus proches de chez lui et qui, à la limite, lui dictait ce qu'il devait faire. Et donc, c'est comme ça qu'à partir de ce moment, on a eu ces phénomènes de cooptation où chacun des membres du premier siècle, du second siècle, a amené une personne, 2 personnes, 3 personnes, et de proche en proche, on s'est retrouvé donc avec un pays qui était dirigé par des gens qui étaient pratiquement issus de la même ethnie. Et donc, là, ce qui se passe donc par la suite, c'est que vous aurez donc ce cercle dans cette impunité, on va observer un phénomène assez curieux au Cameroun, parce que le point de bascule, enfin le second point de bascule, c'est que dans pratiquement tous les concours administratifs, on va voir un nouveau phénomène qui va apparaître, c'est-à-dire que de plus en plus, des gens qui sont là, au niveau de ces concours administratifs, qui sont au niveau des commissaires de police, de la gendarmerie, de tout le staff de pouvoir, ce sont les mêmes gens. La majorité des gens qui passent ce concours, ils sont tous ressortissants d'une seule ethnie. Donc, vous imaginez, si ça se passe sur 2-3 ans, il n'y a pas de souci, mais sur 43 ans, au fil des années, que ce phénomène grossit, on arrive à un moment donné dans un État, dans un pays, où on a pratiquement 90% des commissaires de police sont d'une seule région, où tous les hommes de commandement, c'est-à-dire les chefs de terre, les préfets, les sous-préfets, tous ces machins, les gouverneurs, ils sont pratiquement tous d'une même région. Alors c'est comme ça que la confiscation du pouvoir s'est faite. C'est-à-dire que ce monde, avec donc tout ce réseau autour de Paul Biya, ça fait donc on est assisté à la frustration de part et d'autre. Et donc, comme ces gens sont dans une impunité totale, on ne respecte plus la loi, le pays c'est à nous, voilà, on marche dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé vers cette dérive autoritaire. Et à un moment donné, on a même l'impression que Paul Biya ne maîtrisait pratiquement plus rien. Et donc, c'est comme ça que le pays est rentré dans ce cycle. Alors, on pourrait peut-être ajouter à cela que vous savez, Paul Biya, son livre de chevet, c'est Machiavel. C'est-à-dire le prince de Machiavel. Quand vous lisez ce point de Machiavel, il ressort de cet ouvrage, et ça n'échappe à personne, que la théorie que Paul Biya appliquait, c'était, n'est-ce pas, de promouvoir les cancres et d'écarter les meilleurs. Alors, quand vous promouvez les cancres et que vous écartez les meilleurs, il se passe 2 choses. C'est-à-dire que les cancres, ils savent qu'ils ne le méritent pas, mais ils sont là, ils vont se battre pour garder leur pouvoir, pour garder leur place. Et pour se battre, ils se livrent une guerre sans merci contre les meilleurs. Parce que eux, ils vont, tous ces meilleurs qu'on a écartés, des potentiels concurrents qui pourraient venir prendre leur place. Les meilleurs, quant à eux, de leur côté, ils essaient de récupérer leur place parce qu'ils se disent, non, c'est nous les méritants. Pourquoi est-ce que, donc, il y a une guerre entre les 2 clans. Et bien, du coup, Paul Biya, voilà, il vous regarde tous du haut et il vous laisse faire. Et donc, du coup, il domine même ça. Il vous dirige même ça. Vous voyez le comportement de monsieur comme le Moulinex. Ce mec, à l'évidence, je ne sais pas s'il a un diplôme universitaire, mais à mon avis, il n'est pas allé loin dans les études. Mais son comportement vis-à-vis des citoyens, c'est écraser les gens, mater, vous étouffer, il faut garder sa place et tout. C'est des gens qui n'ont aucun projet et dont la seule ambition, c'est de piller les caisses de l'État. Et le résultat de course, le pays ne se développe pas. On assiste à des dérives autoritaires où la population est maltraitée, torturée, et on jette des gens en prison, on intimide la population. Et ces frustrations font que
le pays est complètement à la dérive. On ne voit aucun développement économique se pointer à l'horizon. Rien ne va plus dans ce pays parce que les gens qui sont supposés, n'est-ce pas, développer le pays n'en font pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais ils gardent le pouvoir à tout prix. Et donc voilà comment cette dérive autoritaire. Alors, donc, dès que tu veux lever la tête, alors, pour te montrer qu'on est le plus fort, c'est le Newf. C'est la primate, c'est alors, des fois, on vous clochardise, hein. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que au Cameroun, un médecin, par exemple, je sais pas, il va tout casser peut-être 200, 250 000. En Côte d'Ivoire, c'est 1,5 million. C'est-à-dire qu'on clochardise, n'est-ce pas, la population pour les rendre dépendants du régime. Parce que quand vous êtes clochardisé, vous attendez les miettes et vous n'avez même plus le temps de réfléchir. Et donc voilà comment Paul Biya s'est donc imposé au cours des 43 années. Parce que les Camerounais ont été affaiblis, détruits mentalement et psychologiquement, de telle sorte que plus personne n'ose plus rien faire. Et les mecs, ils sont résignés. Et donc, dans cette résignation, c'est le pouvoir en place qui se bombe le biceps et le torse. Voilà, je vous ai tous écrasés, vous êtes à ma merci. Et c'est comme ça que ce monsieur a réussi à régner pendant 43 ans. Et c'est pas surprenant. Alors, Henri, quand on t'écoute, une explication claire, limpide, plausible, ben, on a envie de se dire, mais c'est quoi ce peuple? Parce qu'en fait, le phénomène que tu expliques, la gouvernance des compétents par les cancres, c'est aussi ce qu'on appelle la kakistocratie. Mais la kakistocratie, elle n'existe pas qu'au Cameroun. On a connu la kakistocratie, on la connaît même dans beaucoup de pays au monde. Mais le Cameroun bat quand même le record de la bêtise. C'est quand même depuis 43 ans que nous sommes gouvernés par des kakistocrates. Voilà. Et le kakistocrate en chef est quand même là et on nous dit qu'il va rempiler. Et nous savons tous que, tel que c'est parti, il va rempiler. Le peuple camerounais, quel est son rôle dans ce tableau sombre? Je tiens à rappeler, pour ceux qui connaissent par exemple le Burkina Faso, moi j'ai été au Burkina Faso plus d'une fois. Les Burkinabés sont quand même plus pauvres que les Camerounais. En termes de pouvoir d'achat, le Burkinabé est plus pauvre. Et il était même davantage encore il y a quelques temps. Et il était aussi mal dirigé par un kakistocrate, Kampaoré. Mais le peuple burkinabé n'est pas le peuple camerounais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi se défaire d'une corde qui nous étouffe. Le peuple camerounais, quel est son problème? Quels sont les déterminants pour que ce peuple soit autant défaitiste qui ne constate que ce que tu venais de faire qu'on constate? C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a passé son temps à pouvoir mettre en place les mécanismes pour nous brimer. Mais c'est quand même un homme, c'est un individu. On a tout un peuple. Même s'il y a 1% de la population qui profite de ça, mais il y a 99% des Camerounais qui sont quand même au bord de l'asphyxie. Pourquoi ces 90% des Camerounais acceptent de subir? Marcel, est-ce que tu as un élément de réponse à ça? Oui, alors j'ai écouté Henri avec attention. Il y a des éléments que je vais rejoindre, mais il y a quand même une distance que je vais prendre, notamment quand il parlait de ceux qui sont commissaires, sous-préfets, tout ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse quand même un petit peu attention à avoir une lecture tribale ou ethnique de tout. Moi, je suis de cette ère-là dont tu parles, mais je ne suis pas comme eux et je connais bien cette ère et je sais que les populations de là-bas souffrent autant que les populations d'ailleurs. Et donc, les commissaires, les machins, ils vivent la même réalité que la population camerounaise. Hein. Et ils ne se comportent pas différemment des commissaires qui viennent du nord, de l'ouest, du littoral, même s'ils sont minoritaires. Donc, je suis d'accord qu'on a appliqué au Cameroun un prisme tribal qui change la composition sociologique de l'administration, mais ce n'est pas pour ça qu'il reste au pouvoir depuis 43 ans. Il y a, comme on dit, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on pense que ce qui se passe au Cameroun, c'est une invention de l'humanité. L'humanité a connu des tyrannies, des batailles pour de la démocratie, on revient aux tyrannies, et on l'a vu partout, et on l'a vu en Afrique. On dit Paul Biya, 43 ans, c'est vrai, au pouvoir, mais je me pose la question, si Bongo, Omar Bongo, ou bien Eyadema n'étaient pas morts, ils auraient combien d'années? Donc, ça, c'est la nature qui a sauvé, entre guillemets, parce que ceux qui ont succédé, c'était les mêmes. Hein. Au Togo, c'est toujours Eyadema qui est au pouvoir. C'est juste qu'on a changé le Eyadema. Donc, si on fait la somme, ça fait beaucoup d'années. Au Gabon, c'est juste il y a 1 an que ça a changé, ou 2 ans, mais c'est toujours la même chose. Donc, si on fait la somme, c'est un peu comme le Cameroun. Donc, la question, c'est pourquoi un homme, c'est comme ça que moi je lis la question, comment un homme peut tenir tout un pays, que ce soit le Cameroun ou un autre pays? Et donc, moi, je vais invoquer, pas Machiavel, mais Étienne de la Boétie,
qui est un écrivain qui a écrit de la servitude volontaire. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de petits royaumes en Europe et beaucoup de tyrans. Et donc lui, il se demandait, mais comment ça se fait qu'un petit homme chétif comme ça, il puisse terroriser toute une population? Comment ça se fait? Donc il a analysé. Et pour moi, son analyse, elle vaut toujours, enfin, elle vaut en tout temps. Et il dit servitude volontaire. Ça veut dire que quand le chef, le petit homme là, dit on va tuer celui-là ou on va aller m'arrêter celui-là, comment ça se passe? Il y a des gens qui vont exécuter l'ordre. Il y a des gens qui sont à des postes et qui vont exécuter des ordres, même illégitimes ou illégaux. On le voit au Cameroun, on l'a vu ailleurs. Il y a une population. Si par exemple, quelqu'un qu'on va arrêter, il habite dans un quartier où il y a 100 personnes et tout le monde sait que c'est illégal ce qu'on fait, mais on vient le prendre. Même 2 personnes viennent le prendre et l'emmènent et les autres laissent. C'est qu'on a laissé. Et c'est exactement la même chose qu'on voit au Cameroun. Donc pour moi, il y a 3 raisons qui font que on est dans la servitude volontaire. Et quand je dis on, je dis tous les Camerounais, c'est-à-dire y compris ceux qui sont au Conseil constitutionnel, y compris les commissaires, y compris les militants du MRC ou d'un autre parti politique. Nous sommes tous Camerounais et on est tous tributaires de cette servitude volontaire. Comment ça se passe? Il y en a certains, c'est par la peur. Quand on dit par exemple, je pense que peut-être Henri dira, sortons, allons marcher. Il y en a qui vont dire non, je n'ai pas envie parce que je risque de me retrouver en prison. Donc je laisse des injustices se passer. Ça, c'est la peur. C'est le premier et on peut y revenir. Comment contourner cette peur? Comment lever cette peur? Le deuxième, c'est l'intérêt. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens qui veulent faire la dialyse à Neuilly, les gens qui veulent avoir les voitures, qu'on les appelle machin, qui veulent ci, qui veulent ça, qui se disent, et là, on en trouve dans toutes les tribus. On trouve des chefs, on a vu les chefs défiler, les chefs de l'Ouest, les chefs du Nord, on a vu des gens de partout au Cameroun défiler. Donc, voilà, c'est vraiment humain. Donc, la peur, l'intérêt, et le troisième qui est peut-être le plus grave, et je pense que c'est pour ça que le professeur Kamto a dit à Paris que s'il n'y a pas le changement au Cameroun, ce sera la faute du peuple camerounais. Le troisième, c'est, on va dire, la lassitude ou le désintérêt. C'est-à-dire que ça varie. Vous avez vu en 92, les gens étaient motivés. Après, ils se sont démotivés et ils ont commencé à remotiver en 2018 et jusqu'en le paroxysme en 2025. Il peut arriver face au coup qu'on a eu le 5 août que des gens disent, bon, là, ça va, moi, I give up, je ne suis plus là-dedans. Et bien, si tout le monde dit ça, ça va continuer. Donc, ces 3 critères, je dis la peur, l'intérêt et les neutres. Voilà, ceux qui disent qu'ils sont neutres, moi, je ne fais pas la politique, moi, je ne suis pas machin. Tout ça, ce sont des Camerounais. Et je crois que c'est Desmond Tutu qui disait, quand on ne dit rien face à l'injustice, c'est qu'on perpétue l'injustice. Si on reste silencieux face à l'injustice, c'est qu'on contribue à la perpétuer. Et donc, c'est tout ça. Et donc, quand on comprend ça, qu'on comprend ces moteurs, ces leviers, c'est là qu'on réfléchit à comment on peut agir pour mettre les gens en mouvement. Vous avez vu la stratégie du MRC en 2025, le changement par la paix et par les unes, c'était IVSD, s'inscrire, voter, surveiller et défendre. Et l'idée, c'était que on avait 6 millions d'électeurs en 2018 et 3 millions seulement ont voté. Et l'idée, c'était qu'on amène au moins 8 millions à s'inscrire. C'était le cas. On était à peut-être 8 millions 2, 8 millions 3. Et qu'au moins dans ces 8 millions, au moins 7 millions aillent voter. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment un enjeu, ils y croient, qui surveillent leur vote. Parce que les gens ne connaissent pas la loi, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de faire ci, de faire ça. On pourra y revenir, notamment dans les zones rurales. Et après, qu'ils défendent leur vote, parce qu'ils auront la conviction qu'il y a eu une victoire. Et le régime a anticipé ça en disant, parce qu'une des conséquences, une des interprétations de l'élimination du professeur Kamto avant même le vote, où ils auraient pu frauder comme avant, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre l'élection présidentielle avec leur fraude habituelle. Donc, parce que sinon, ils auraient juste laissé et faire comme avant, parce qu'ils ont fait des choses tellement grossières. Je lisais, je n'ai pas vérifié, mais j'ai lu aujourd'hui que sur le site du MINAT, on a remis le nom d'Anissé Ekane. On a fait des choses tellement grossières, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que le peuple avait été amené à un certain niveau de conscience qui devait, c'était ça l'idée, après, est-ce que ça allait réussir ou pas, mais qui devait s'exprimer pendant ces élections. Le peuple n'a pas réagi au moment du 5 août, là, on peut y revenir, mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que on comprend comment l'humain fonctionne, on comprend ses moteurs, donc on comprend comment on peut le tenir, et du même, on comprend comment il peut se délivrer. Et c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. C'est-à-dire que j'ai cité le Gabon, j'ai cité le Togo, j'ai cité Mobutu au Congo, mais les gens, ils ont dit non. À un moment, ils ont dit non. On peut citer Moubarak, on peut citer Ben Ali. C'était les mêmes régimes que notre régime. C'était la même situation. Mais à un moment, les gens ont dit non, alors qu'avant, ils ne disaient pas non. Et au Cameroun, à un moment, ils ont dit non, dans les années de Braise. Et la question, c'est comment les amener à dire non. Et idéalement, dans la paix. Voilà, c'est ça la question, je pense qu'on pourra... Alors, Henri, je sais pas si le voilà. Marcel a parlé de la peur. Il a des soucis, vas-y Henri. Oui. Il est là. Marcel a parlé de la peur. Oui. Il a parlé de l'intérêt et de la lassitude.
fatigué, ça ne vient jamais. Bon, voilà. Est-ce que c'est à ces trois déterminants, est-ce que tu ajouterais un autre qui permettrait d'expliquer pourquoi nous sommes dans le statu quo du chaos? Je vais vous montrer une image et moi, j'aimerais que vous interprétez. Est-ce que, Marcel, tu mets ces images que je montre là dans le compte des trois déterminants que tu as ou c'est un autre que Henri va nous rajouter? Ça, c'est la tournée, tournée ou je ne sais pas trop quoi, la visite de l'un des bénéficiaires du régime tyrannique de Paul Biya, le ministre des Finances, monsieur, comment vous l'appelez encore? Motazé. Motazé, parce que moi, j'ai toujours dit que je ne veux même pas retenir les noms de ces gens-là. Donc, monsieur Motazé, il est quand même au nord. Enfin, c'est peut-être à Marois, mais c'est le Grand Nord, on va dire le Grand Nord. Et là, il n'y a pas, maintenant, il n'y a pas un mois, c'est là, ces jours-ci. Il est là-bas, dans le Grand Nord. Le fameux Grand Nord, qui est devenu l'espoir de tout un pays, le Grand Nord. Voici des partisans du régime, ici, là. Vous les voyez là, il y a là, on les voit, là, c'est ça, c'est Motazé qui est là. Voilà. Avec des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Il y a comment on appelle ça là, l'insécurité de Boko Haram et autres. Et ils savent pertinemment qu'ils auront toujours faim. Mais ils font ça. Alors, on met ça dans quelle rubrique, mon cher Henri? Ça, c'est le peuple camerounais aussi. Ça, c'est des Camerounais. C'est le peuple camerounais. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, je vais rajouter un petit moulin sur de l'eau au moulin de Marcel tout à l'heure. Alors, moi, j'ajouterai le traumatisme sur tout ce qu'il a dit. Pour la simple raison que lorsque Ahidjo arrive au pouvoir, il est coopté par la France. Donc, c'était pas lui la personne qui était désignée pour cela. Non, on l'a pratiquement imposé. Et donc, pour asseoir son pouvoir, c'était dans la brutalité. Parce que vous savez, les cancres, pour rien, c'est pas la brutalité qu'ils essaient de s'imposer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai vécu, j'étais encore vraiment tout gamin. Mais moi, je me souviens, il y a un endroit à Bafoussam où on appelait Carrefour Maquisa. Donc, nous, quand on allait à l'école le matin, on voyait des têtes fraîchement coupées qu'on posait sur le carrefour. Tout gamin, donc on rêvait, on faisait des cauchemars. Et donc, c'était, alors ça, évidemment, on nous disait que c'était les têtes des maquisards qu'on a coupées, mais c'était coupé par le colon avec la complicité d'Aïdjo. On coupait, on menait pour terroriser la population. Pour leur dire, si vous ne faites pas les gens, ce régime en place, parce que les Bamileke, les Bassa étaient considérés comme des rebelles, et donc il fallait les traumatiser. Alors, donc, ça veut dire que ces événements que nous, on a grandi avec, c'est resté, et ça a traumatisé à la fois nous et nos parents. Et chez nous, les parents, on te disait à chaque fois, fais attention, il faut vraiment que ne te montre pas, montre-toi discret, ta vie, ils ne nous aiment pas, ils vont nous tuer, machin et tout. Moi, je me souviens même quand on est arrivé à l'université, quand il y avait des marches, mes parents m'appelaient, me disent surtout, n'y va pas. Parce que si ils vont laisser tous les autres, ils vont vous arrêter. Et donc, ce traumatisme a fait que la peur, n'est-ce pas, de prendre des initiatives, de se mettre devant des scènes ou de participer à des meetings. Donc, c'était tellement traumatisant. Alors, c'est des phénomènes qui peut-être paraissent anodins, mais pour nous autres qui avons vécu, vraiment, étant tout jeune, c'est resté gravé. Moi, je revois encore ces images des têtes fraîchement coupées. Et donc, c'est comme ça que le régime a réussi donc à traumatiser la population, à tel point que nous, on a eu cette transmission de nos parents qui nous ont élevés en nous disant, non, il faut pas faire ça, c'est pas ça, il faut pas faire de la politique, non, laisse tomber, faut pas y aller, ne va pas aux marches, ils vont te tuer, machin et tout. Et donc, ce traumatisme, jusqu'à maintenant, il est resté. Parce que, vous doutez bien que lorsqu'on appelle, par exemple, les gens à la marche, il y a une petite minorité qui y va, voilà, peut-être, il y a une bonne partie qui a peur de sortir. Alors, vous pouvez le laisser par un fait assez simple, hein. Quand le président Kamto est arrivé à Ngouaché, quand il y a eu la catastrophe de Ngouaché, il est arrivé vraiment en catimini, personne n'avait prévenu. Mais c'est passé de bouche à oreille. Dès qu'on a su que le procès Kamto était là, mais il y avait près de 500 000 personnes dans la rue. Parce qu'il n'y avait pas ni dernière personne, il n'y avait rien qui faisait peur aux Camerounais. Mais dès que tu dis aux Camerounais de sortir, la seule idée de savoir qu'il y a des hommes armés dans la rue et qu'ils peuvent tirer, parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé, c'est assez traumatisant. Personne n'a envie de mourir. Alors, donc, tous ces états, tous ces éléments mis bout à bout, ça contribue, n'est-ce pas, à zombifier les peuples camerounais. Faire en sorte que les Camerounais n'ont pas envie d'aller se suicider parce que c'est quand même pratiquement un suicide. Mais quand il n'y a pas de militaires dans la rue, voilà, ils sortent spontanément. Les gars, ils ont vraiment envie de sortir. Mais dès qu'on sent qu'il y a les mamies au et tout ça dans la rue, plus personne ne sort. Et ça, c'est un des éléments qui explique, n'est-ce pas, que la foule ne fasse pas foule. Et le régime l'a très bien compris. Vous avez vu le jour, le 5, quand ils ont proclamé les résultats, les villes principales du Cameroun étaient militarisées. Et quand c'était militarisé, on espérait voir la foule, on n'a pas vu grand monde. Hein. Parce que les gens avaient justement peur. S'il n'y avait pas cette militarisation, les gens seraient sortis. Et peut-être que l'affaire aurait pris une autre tournure. Ça, non, c'est des gars qui étudient la psychologie de la population, ils savent comment la population réagit. Et ils réagissent en conséquence. Donc, c'est un jeu de chat et la souris, mais
comme ils sont du bon côté du fusil, ils ont toujours le dessus. Et c'est ce qui explique que le moment des marches ne prennent pas au Cameroun. Il faudrait peut-être donc essayer de trouver une autre alternative, hein, pour que les gens puissent. Non, moi, je peux répondre à ta question, prof, sur les photos. OK. Ne va pas d'accord sur les alternatives. Okay. Restons d'abord sur ce débat-là parce que c'est, pour moi, c'est l'un des points essentiels de notre émission. Et Marcel, tu vas donc répondre aux photos, mais je devrais te relancer sur la réponse ou l'explication que Henri donne sur cet héritage que j'appellerais. Moi, je le rejoins sur ce point parce que il a dit Pays-Bas Milité, Pays-Bas. Le maquis, il y a aussi eu beaucoup le maquis au sud. Wongli Masaga, il était marié avec une femme de mon village et ils se baladaient dans les forêts jusqu'au Congo et tout. Il y a eu des gens qui ont été tranchés. Et moi, je suis allé, quand j'étais petit, j'allais toutes les vacances, je suis allé au village. J'ai passé toutes mes jusqu'à ce que je parte en France pour les études. Toutes les vacances, j'étais au village. Et quand j'étais petit, on dormait dans la chambre de ma grand-mère et il y avait un pot. On faisait pipi dans le pot la nuit. Si tu veux, tu ne sortais pas alors que tu pouvais aller dehors. Et j'ai rencontré un monsieur il y a une dizaine d'années qui était Bassa, ici en France, qui m'a dit que ça vient du fait que les militaires, la nuit, venaient encercler les villages où il y avait des maquisards. Et le fait d'être dehors signifiait que vous êtes maquisard. Et donc, ceux qui sortaient, on les arrêtait simplement. Donc, ça a mis... C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais même pas pourquoi on a le pot dans la chambre, hein, pas dans une autre pièce, mais dans la chambre même. Mais on fait des choses comme ça parce que les autres ont été traumatisés. Et il m'a parlé des trains, voilà. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne peut. Le Cameroun, c'est l'un des seuls pays en Afrique qui a eu des guerres de décolonisation. Macron vient de faire sa lettre. Les autres n'ont pas eu ça. Donc, les gens sont morts. Les gens étaient à Tcholiré. Ça a gardé dans toute une frange de la population, ça a gardé ça. Et ça s'est transmis. Je disais, je ne sais plus chez qui aujourd'hui, ce type de transmission. Mais malgré ça quand même, on a vu en 1992 que les gens sont quand même passés outre. Il y a eu des dégâts. On a vu en 2008 que les gens sont quand même passés outre. Et donc, c'est pour ça que je dis, comprendre ça doit nous permettre de voir quels sont les leviers qu'on doit activer pour atteindre le résultat qu'on peut rechercher. Ce n'est pas celui d'y arriver, mais c'est ça la réflexion qu'on doit se poser. Et c'est ça qui était en cours dans la stratégie du professeur Kamto, qui a été coupé court parce qu'ils savaient que ça pouvait ne pas bien se passer pour eux au moment des élections. Si on revient à la photo, c'est pour ça que je dis, les Camerounais ne sont pas des humains magiques. On est des humains avec des mécanismes que si des sociologues viennent regarder, ils vont écrire des livres, ils vont expliquer ce qui se passe. Mobutu, juste avant de fuir son pouvoir, il y avait des scènes comme ça. Quand il sortait, les gens étaient là, ils faisaient tout ça. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la peur et il y a l'intérêt. C'est-à-dire qu'en général, quand le NDP s'est fait des meetings, si tu pars au meeting, tu peux espérer tes 1000 francs, tes 2000. En général, c'est comme ça qu'ils réunissent les gens. Et il y a d'autres endroits où, si tu ne pars pas, tu vas avoir des problèmes avec tes élites. Parce que, comme je disais, le monarque s'appuie sur des gens intermédiaires qui sont là pour leur intérêt. Et ceux-là, soit ils font redistribuer l'intérêt, soit ils font la peur. Si tu ne fais pas ce que je te dis, l'école de tes enfants à la rentrée, tu vas voir. Si ta femme est encore malade, tu vas voir. Si ceci, tu vas voir. Ou même des menaces directement physiques. On envoie des jeunes, vous tapez. Ça se passe chez moi. On menace des gens comme ça. Donc, pour moi, c'est un épiphénomène. Les mêmes là qui font ça, s'il y a un changement, c'est les mêmes qui vont brûler les photos, brûler les machins. C'est les mêmes. Hein. Et les gens qui se battent, c'est eux qui vont fuir les mêmes. Donc, il ne faut pas c'est notre peuple. Il faut le comprendre. Il ne faut pas se formaliser de ça. Très bien. Très bien. Autant je suis d'accord avec toi avec l'interprétation de la photo, autant vous allez m'autoriser de ne pas être d'accord avec vous sur l'interprétation de ce qu'on pourrait appeler l'héritage sanglant, l'héritage de la baston du peuple camerounais. Cette mémoire qui est restée gravée en nous parce qu'on est justement l'un des rares pays à avoir connu une décolonisation violente, voilà, et que jusqu'à ce jour, on en garde une certaine image qui fait peur. Et donc, on est un peu tétanisé. Je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, tu as donné deux exemples qui contredisent cette thèse. Tu as parlé de 92 et de 2008. On peut quand même présupposer que la génération de 2025 est plus éloignée des événements sanglants, tyranniques de Géno. Je ne vais pas retourner sur TikTok, des années 50, 60. On est quand même plus éloigné aujourd'hui qu'en 92 et en 2008. Donc, ce qui veut dire que le gamin qui a 25 ans aujourd'hui, il n'a rien à voir en termes de souvenirs que le gamin qui avait 25 ans en 92 ou en 2008. Moi-même, qui ne suis plus un jeune,
je ne peux pas vous dire que j'ai un souvenir fantastique de ce que nos parents avaient vécu. Il y a une partie du peuple camerounais, oui, qui avait un souvenir de ça, mais une autre, pas vraiment. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment un réel souvenir. Et même si les gens de ma génération avaient ce souvenir-là, j'ai envie de dire que mes enfants aujourd'hui, ils sont à des milliers de bornes de ce souvenir, de ce que le napalm a causé en Afrique, à l'ouest et autres. Je crois que c'est une explication qui est un peu trop facile. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un pays qui nous ressemble un peu. J'en ai lu beaucoup d'ailleurs. Nos nationalistes se sont inspirés du combat dans ce pays-là, c'est l'Algérie. L'Algérie a connu les mêmes atrocités que nous. Mais l'Algérie a connu son printemps arabe, même si on va dire que ça n'a pas trop changé, mais ils ont fait partie Bouteflika. Et on a vu le sitting que le peuple algérien a fait pendant des semaines pour, or, en face d'eux, ils avaient aussi un pouvoir militarisé. Je ne pense pas que ça devrait être ça l'explication. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une âme que nos congénères, nos frères qui ont combattu, enfin, qui se sont battus en 92 n'avaient pas. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on sait qu'aucune dictature ne peut prendre le risque d'anéantir 200, 300, 500 personnes. Je parle seulement de 500 personnes. Mais nous sommes 25 millions d'affamés. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'en donnant ce genre d'explication, on n'est pas plutôt en train d'encourager le peuple à rester dans sa léthargie, dans son attentisme, dans une peur qui est une peur factice. Parce que c'est une fausse peur. En réalité, Kangandji ne fera rien s'il y a 1000 personnes dans la rue. Ce n'est pas possible. Et moi, je pense que c'est un peu ce discours que nous devons tenir et amener des gens qui disent, ben, viens ici, là, c'est ici que ça se passe. Non, on dit que non. On n'a pas besoin, ceux qui n'ont pas faim n'ont pas besoin de venir réclamer à manger. C'est ceux qui ont faim qui réclament à manger. Et si tous ceux qui ont faim sortent dans la rue, ben, rien ne leur arrivera. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je te laisse. Alors, si tu te souviens bien, moi, j'ai dit qu'il y avait trois éléments qui concourent à perpétuer la servitude volontaire. Hein. Dans le premier, c'était la peur. J'ai juste dit que ce n'est pas parce que c'est une fausse peur que pour certains, ce n'est pas une peur. Et peut-être toi ou d'autres, on peut avoir une liberté d'esprit qui font qu'ils s'affranchissent de ce que leurs parents ou leurs grands-parents vont leur répéter dans leur enfance jusqu'à ce qu'ils soient aujourd'hui. Pour moi, quand j'ai fait mon premier propos sur ce sujet, je n'ai pas parlé de cet héritage. Je dis juste que c'est un héritage aussi qui existe et qui a modifié des comportements. Mais pour expliquer la peur actuelle, on n'a pas besoin de recourir à ça. On regarde, je rappelle que tu dis que si c'est 500 personnes, ça va. Il y a quand même entre 2018 et 2019, il y a eu plusieurs fois des centaines de militants du MNC arrêtés à Yaoundé. On a eu au total plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. C'est des gens qui étaient dans la rue. Hein. Aujourd'hui, je parle avant 2025, il y a encore une quarantaine de militants du MNC qui ont été arrêtés avant. Ce n'est pas des gens qu'on est allé, enfin, si j'ai failli dire, ce n'est pas des gens qu'on allait prendre chez eux. Si, pour certains, on allait les prendre chez eux. Donc aujourd'hui, ceux qui ont peur n'ont pas besoin d'invoquer l'héritage colonial. Et je ne dis pas que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont raison d'avoir peur ou qu'on ne peut rien faire face à cette peur. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer par expliquer, c'était ça la question, qu'est-ce qui fait qu'un individu peut maintenir une dictature? C'est ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. Parce qu'il ne peut pas, nous, et quand je dis nous, je redis bien, je compte tous les Camerounais, y compris ceux du Conseil constitutionnel, si nous ne l'aidons pas à perpétuer ça, y compris ceux qui disent « je ne fais pas la politique, je ne fais pas si et c'est les plus nombreux, pour moi, c'est ça la clé. Hein. Parce que ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont déjà dans l'action. Ils veulent agir, mais ils ont peur. Et ce n'est pas toujours la majorité. Là, quand on a une majorité, c'était le cas peut-être en 2018, peut-être dans les années, et là, c'était en train de changer, une majorité qui ne se soucie pas de la chose publique. Là, ça va se perpétuer. Donc la question, je reviens, je vois le commentaire de Doual Angando, moi je ne me reconnais pas dans son commentaire qui est écrit là, et donc je reviens pour la suite de l'émission. Je pense qu'il faut bien partir de cette analyse pour réfléchir aux leviers qu'on peut trouver. Parce que